Merci d'être de nôtre pour ce nouveau numéro d'entretien. Ici, nous avons en tout cas avec vous l'occasion de décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. Une actualité, vous le savez, dominée par l'arrestation de Roger Lumbala, ancien chef des guerres par le parquet national antiterroriste de Paris dans le cadre du rapport Mapping. Au cours de cette émission, nous allons également essayer de faire le bilan de l'année 2020 du point de vue de la sécurité en RDC. Nous allons également parler de l'union sacrée et pour tout, en tout cas, et pour en parler sur ce plateau, nous recevons Monsieur Kassindi Roger. Il est membre de la société civile du Sud Kivu. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, cher journaliste. Alors, ici, je voudrais rappeler d'entrée de jeu que vous êtes, sinon vous faites partie de ceux qui ont rédigé le rapport Mapping. Aujourd'hui, avec l'arrestation de Roger Lumbala, d'abord, comment avez-vous accueilli la nouvelle? Et je voulais tout d'abord noter que je suis un acteur de la société civile. Et comme vous le savez, la société civile a collaboré avec les rédacteurs du rapport Mapping. Et moi, en tant qu'acteur de la société civile, nous avons contribué d'une manière ou d'une autre dans la rédaction et dans l'élaboration de ces rapports. Et donc, nous avons accueilli avec satisfaction l'arrestation de Roger Lumbala. Et nous estimons qu'il va répondre de ses actes, surtout qu'il y a des crimes que nous considérons comme étant indescriptibles au niveau de la République démocratique du Congo et qui ne doivent jamais et à jamais rester impunis. Alors, sur quel dossier il est concrètement arrêté? Vous savez que Roger Lumbala fut quelqu'un qui a intégré le RCD, le Rassemblement congolais pour la démocratie. Et puis par la suite, il est parti pour créer le RCD national qui était à Ituri. Et il a eu quelques collaborateurs. Et il faut que je note qu'il a participé dans ce qu'on a toujours appelé opération effacer les tableaux. Et du coup, je pense que c'est à partir de ces dossiers que les magistrats français ont compris qu'il y avait une main noire de quelque part et que l'ancien président du RCD KML, non pas KML mais RCD national pardon, aurait contribué d'une manière ou d'une autre dans des crimes qui se sont commis dans l'Ituri et même dans d'autres parties du nord, de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et raison pour laquelle nous on s'est dit que c'est quand même intéressant, c'est là qui ont vécu cette zone et qui suivent de près tout ce qui se passe depuis le RCD, c'est-à-dire depuis les années 98, comprennent au moins pourquoi Roger Lumbala peut être arrêté. Est-ce que vous menez des recherches sur les groupes armés en République démocratique du Congo, mais quels sont réellement ces crimes commis par Roger Lumbala? Roger Lumbala, c'est quelqu'un qui est connu, qui est responsable. Et en tant que responsable d'un groupe, il doit avoir participé comme donneur d'ordre, c'est-à-dire qu'il avait des troupes à sa disposition et que ce sont ces troupes-là qui ont commis des crimes. Et lui, en tant que responsable de ces groupes, devait nécessairement avoir une mainmise sur tout ce qui s'est passé. Il devait nécessairement donner des ordres venant de telle ou de telle personne. Et parmi ces personnes, il y a celles-là qui sont des collaborateurs directs ou indirects de Roger Lumbala. Et raison pour laquelle nous nous disons que c'est une bonne affaire, une bonne opportunité pour la République démocratique du Congo pour nous permettre de lutter infinitivement contre l'impunité en République démocratique du Congo. Tout à l'heure, vous venez de parler de l'opération effacer les tableaux. Est-ce qu'il n'y a pas certaines personnalités politiques qui aujourd'hui se retrouveraient dans une mauvaise opposition, surtout que c'est à cause de cette opération que Roger Lumbala a été arrêté? Mais vous savez, c'est encore très tôt de parler d'entrer dans les profondeurs du dossier. Mais au moins, une chose est sûre, pour ceux-là qui ont suivi l'actualité
depuis les années 96 à la République démocratique du Congo savent qu'est-ce qu'on a appelé opération effacer les tableaux. Et il y a eu certaines personnalités de ces pays qui étaient impliquées dans l'opération. Et moi, je me dis que ceux-là qui ont accompagné l'opération effacer les tableaux savent tout ce qu'ils ont fait sur terrain et ne peuvent également que répondre de tout ce qu'ils ont commis comme acte dans notre pays. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Roger Lumbala a dirigé des troupes, mais dans quelle partie concrètement de la RDC? Non, il a été à Ituri, et étant à Ituri, il a été... en fait, il a commencé d'abord par le RCD, qui était le Rassemblement Congolais pour la démocratie, qu'il a quitté pour aller créer son propre mouvement qui s'appelait le Rassemblement Congolais pour la démocratie nationale. Le Rassemblement Congolais pour la démocratie nationale, c'est beaucoup plus implémenté dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et par là, vous comprendrez que la partie orientale étant très large, il y a une partie de l'Ituri, il y a une partie de la province orientale, mais aussi d'autres coins qui ont lien avec la province pour le moment appelée l'Ituri, bien sûr, je venais d'en parler tout à l'heure, et même d'autres provincettes qui ont été créées par la suite. Alors, c'est vrai qu'on parle trop de cette histoire Roger Lumbala arrêté. Est-ce que cette juridiction, le parquet national antiterroriste de Paris, est compétente pour juger Roger Lumbala et surtout que les faits ont été commis en République démocratique du Congo? Je pense que ce sont des crimes. Et les crimes en soi sont vraiment indescriptibles. Il y a le tribunal de Paris qui a été créé avec l'arrivée d'Emmanuel Macron et qui dépend du ministère de la Justice et du gouvernement français. Je me dis que les crimes étant ce qu'ils sont, ce tribunal de Paris est compétent pour juger Roger Lumbala, mais je pense que la République démocratique du Congo devra également collaborer pour que cela, le tribunal de Paris soit vraiment renforcé par les éléments, par des experts, ou même, si possible, la République démocratique du Congo pourrait demander l'extradition de Roger Lumbala à la République démocratique du Congo. Si les Congolais vont les vouloir ou préfèrent qu'il soit jugé en République démocratique du Congo, ça dépendra aussi de ce que le président ou les autorités judiciaires de notre pays vont mener comme démarche. Mais est-ce possible parce que Roger Lumbala, si j'ai bonne mémoire, a été amnistié? Oui, il a été amnistié au niveau de la République démocratique du Congo, mais ce sont des crimes que nous connaissons qui doivent être jugés même par le gouvernement français. Alors, revenons un peu sur ce rapport mapping qui fait finalement l'actualité en République démocratique du Congo aujourd'hui avec l'arrestation de Roger Lumbala. Vous avez participé, vous êtes parmi les chercheurs qui ont participé à l'élaboration de ce projet. Dites-nous en quelques mots, c'est quoi le rapport mapping? Oui, en fait, avec tout ce que nous avons vécu dans notre pays, les plaidoyers de la société civile, les massacres que nous considérons comme ou des atrocités commises dans notre pays, il a été nécessaire de ne pas laisser cette affaire cette affaire devait être suivie. Et à un niveau, la communauté internationale a compris qu'elle devait accompagner la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'impunité. Raison pour laquelle la société civile et les plaidoyers de la société civile, où nous, on a participé, a permis à ce que les Nations Unies mettent sur pied une commission. Et c'est cette commission-là qui a travaillé sur le rapport mapping. C'est un rapport qui a été mis sur pied par des experts choisis par le Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que ce sont des experts qui ont été délégués par les Nations Unies. Et étant des experts des Nations Unies, et passant par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, et ils ont travaillé sur ces documents en collaboration avec des Congolais.
Et c'est dans ce cadre-là que le rapport a été mis sur pied et tient compte des atrocités commises depuis les années 2000 jusqu'à ce que... Et je pense que c'est 2003. Oui. Oui. Quels sont les groupes qui sont répertoriés? Et c'est vrai qu'on n'allait pas ici parler de certaines personnalités qui seraient impliquées. Il y a autant de groupes qui ont été impliqués dans tout ce qui s'était passé. Et comme vous le savez, il y a plusieurs rapports qui ont été publiés aussi par les groupes des experts des Nations Unies sur la RDC. Et les groupes les plus ciblés, c'était les Rassemblements congolais pour la démocratie. Il y a à l'époque les groupes comme les MLC qui étaient impliqués dans des dossiers. Il y a d'autres groupes comme celle de Thomas Lubanga dans la province orientale, et dans l'Ituri, la partie orientale de la RDC. Oui. Il y a certains groupes Maïmaï, y compris certains officiels congolais de l'époque. Et donc, parlant des officiels congolais de l'époque, ce sont ces officiels qui se sont dérogés de leur mission, parce qu'il y a ceux-là qui ont suivi leur mission officiellement, et d'autres qui ont échappé et qui ont commis ou collaboré avec ces groupes armés jusqu'à commettre l'irréparable. Alors, parlant des personnalités et autres, il y a une liste qui circule à travers les réseaux sociaux qui reprend 400 noms des personnalités politiques du pays, anciens et nouveaux ou actuels chefs de guerre et autres généraux de l'armée et tout ça. Mais est-ce que une liste authentique? Moi, je n'aime pas me focaliser sur cette liste qui circule. Pourquoi je ne voulais pas me focaliser sur cette liste? C'est parce que il y a ceux-là qui veulent créer une liste pour essayer de créer une sorte de nuisance. Ils veulent nuire à certaines personnes. La vraie liste qui existe dans ce pays est celle qui est confidentielle et qui est sauvegardée par les Nations Unies. Je vous informe que lors de la publication de ces rapports mapping, la liste en soi n'a pas été dévoilée. Elle est restée confidentielle et reste dans les annales des Nations Unies. C'est là qui vous disent que voilà la liste qui circule. Moi, je propose qu'on prenne cette liste avec réserve parce qu'elle est toujours confidentielle et n'a jamais été divulguée jusqu'à aujourd'hui. Je me dis également que nous devons faire attention aux intox parce qu'il y a beaucoup d'intox dans tout ce qui se passe. Et je me dis qu'il y a de ces personnes également qui ont une capacité de nuisance et qui pensent qu'ils peuvent nuire quelqu'un du fait qu'ils ont introduit un nom dans une liste qui pour moi n'est pas authentique. Je crois que votre réponse va mettre fin à ce débat parce qu'on parle des listes et pourtant vous êtes témoin privilégié, si je dois le dire ainsi, pour nous renseigner davantage sur cette liste qui serait en tout cas confidentielle et pas du tout divulguée. Alors nous allons prendre le deuxième volet de notre émission, c'est la situation sécuritaire. Vous vivez avec la population parce que je rappelle ici que vous êtes acteur de la société civile très actif sur le terrain dans la province du Sud Kivu. Parlez-nous un peu du bilan en ce qui concerne la sécurité dans la partie Est, particulièrement en 2020. Le bilan est catastrophique et regrettable. Il est très dommage que nous continuons à vivre une situation qui n'est plus acceptable. J'étais en Ituri, j'ai été à Beni, je suis passé par Rutshuru, je suis revenu au Sud Kivu, je connais la situation dans Calais et même dans les territoires de Fizi. Et il est à noter que nous avons affaire parce qu'on ne peut pas tolérer que pour le moment, plus de 4000 personnes ont déjà été tuées seulement dans les territoires de Beni. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Même une personne, un Congolais qui meurt, doit attirer notre attention. Je dis bien un Congolais qui meurt, doit attirer notre attention. Mais là, on a plus de 4000 personnes. Je parle de Beni. On est pour le moment
à des centaines de morts à Ituri. On a vécu ce qui se passe pour le moment dans les territoires de Fizi. Il y a des Congolais qui ont été tués par Guido, les Ambila et commerçants ou Krézer Bachi, qui ont été tués dans les territoires de Walikale. Il n'y a personne qui en parle. Il y a des ceux-là qui sont en train de se faire tuer dans les Fizi. Et quand je parle de Fizi, nous avons vécu les images de la semaine passée où une dizaine de corps ont été tués par un groupe armé très connu et actif dans les territoires de Fizi. Et beaucoup plus, nous devons noter que ce sont des déplacés. Et ça, c'est vraiment très grave. Des personnes qui devaient être protégées, mais qui sont tuées. Je note également que cela va de pair également par rapport à ce que nous vivons dans nos villes. Parce qu'il ne se passe une nuit sans que 2 ou 3 personnes ne soient tuées dans la ville de Goma, la ville de Bukavu, dans les territoires d'Ouvira et même dans d'autres zones qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Cela me rappelle ce que nous avons vécu avant la guerre de l'AFDL. Parce que à cette période, on a vécu des gens qui se faisaient tuer chaque jour. Est-ce que c'est vraiment une campagne qui vise à semer la terreur au sein de la population? Est-ce qu'il y a un plan que nous ne connaissons pas? Est-ce que c'est juste parce que les Congolais sont délaissés à eux-mêmes? Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui se passe autour de ça? Surtout qu'à un certain moment, c'était des drones qui ont été installés dans le Nord Kivu, qui devaient surveiller, qui devaient contribuer dans la protection des civils. Mais quel a été le travail effectué par ces drones? Mais finalement, c'est la question que l'opinion se pose. Parce que comment comprendre qu'après autant d'efforts fournis par les FARDC, les vaillants combattants qui sont toujours au front, malgré les efforts fournis par la MONUSCO qui vient en appui au FARDC, rien ne change. Les gens sont tués tous les jours et l'insécurité toujours grandissante. Oui, au fait, c'est ce qui fait mal. Moi, en tant que Congolais, je suis parmi les victimes de ces conflits, de ces tueries. Depuis les années 96, j'ai perdu les membres de ma famille. Je sais où mais qu'est-ce qui se passe. À Beni, je travaille avec des gens dans des villages qui sont fait tuer. Et quand on me dit que tel ou tel a été tué, je me sens écœuré par cette situation. Je connais ce qui se passe dans les Fizi. À Fizi, c'est catastrophique. Il n'y a personne qui peut le tolérer. Mais pour le moment, il y a eu les drones. Qu'est-ce que ces drones? Quel a été le travail effectué par ces drones? Est-ce qu'en tant que Congolais, nous pouvons avoir un rapport par rapport au travail effectué par les drones? Parce que s'il y a une collaboration qui existe entre les troupes des Nations Unies et les FARDC, et précisément avec la brigade, oui, on sait que la brigade a fait un travail à un certain moment. Mais est-ce que cette brigade est vraiment accompagnée? Accompagnée en amont et en aval. Et quand je parle de l'amont et l'aval, je parle ici de tout ce qui se passe au niveau des Nations Unies. Est-ce que cette brigade des Nations Unies est politiquement accompagnée par les Nations Unies? Est-ce qu'elle est matériellement accompagnée par les pays membres des Nations Unies? Est-ce que la brigade est accompagnée par le gouvernement congolais? Et ce sont des questions de fond. Mais qu'est-ce que vous insinuez derrière tout ça? Oui, au fait, je ne comprends pas comment les gens peuvent se faire tuer chaque fois et qu'il y ait fête à Kinshasa. Je me dis qu'il y a fête à Kinshasa parce qu'on dirait que ce sont des événements qui doivent... qui n'inquiète personne. Mais c'est comme il est vrai que le chef de l'État, je m'excuse, ouais. Il est vrai que le chef de l'État est totalement impliqué dans cette affaire. Il est vrai qu'il a promis d'aller installer son quartier général des FARDC dans les territoires de Beni. Il est vrai qu'il a promis d'installer son quartier général à l'est de la RDC. Nous attendons la matérialisation. Mais, raison pour laquelle je me dis, est-ce qu'on peut penser à ces victimes, à ces pauvres populations qui sont en train de se faire massacrer? Est-ce qu'on peut avoir pitié de ces gens? Parce que c'est inacceptable. Il n'y a personne qui peut tolérer. J'ai vu des pays amis à la RDC qui, à chaque fois lorsqu'un sujet français, américain, c'est pas rwandais ou belge ou qui est tué, c'est tout un gouvernement qui se mobilise. Mais chez nous,
je me dis qu'il y a des choses qui nous échappent et que nous devons comprendre au moins la situation. Les Congolais ont droit de savoir qu'est-ce qui se passe à Beni. Si ce sont des groupes terroristes, parce qu'on nous parle de groupes terroristes, il est vrai qu'il y a ces groupes qui existent. Mais est-ce qu'on tient compte de la réalité d'un groupe terroriste qui mène une guerre asymétrique dans la zone de Beni? Est-ce que nos techniciens qui sont sur terrain sont approvisionnés en matériaux? Parce qu'il y a cela qui doit aussi faire l'objet d'un débat responsable et vraiment animé. Si on peut doter de nos militaires des outils sophistiqués pour lutter contre ces groupes, si des caméras et peut-être infrarouges peuvent être installées dans la zone, si la communauté à la base peut être équipée et renforcée dans la lutte contre ces terroristes, si le gouvernement renforcer les communautés de base, vous faites allusion au... Oui, au fait, lorsque la communauté à la base est impliquée, rien ne peut nous échapper parce que c'est elle qui fournit plus d'informations. C'est cette communauté qui fournit plus d'informations et je pense qu'elle doit être impliquée à fond. Moi, je suis parmi ceux-là qui pensent qu'elle devait être accompagnée et elle doit s'autodéfendre. Selon vous, parce que vous scrutez l'actualité sécuritaire au jour le jour, quelle est la thérapie? La thérapie, c'est l'amélioration de la gouvernance à tous les niveaux. Parce qu'il y a de ces militaires, FARDC qui sont sur terrain, mais qui ont des problèmes sérieux d'approvisionnement en vivres et non-vivres. Les soldes des militaires sont des fois non payés. Ces militaires ont des familles, soit à Kinshasa, à Goma, à Bukavu, ou même sur terrain, mais les familles ne sont jamais accompagnées. Les militaires que nous perdons, nos compatriotes que nous perdons dans ces fronts, sont pris à la légère. Il faut voir la manière dont on enterre ces compatriotes. Je me dis que moi, en tant que Congolais, qui participe dans l'encouragement, parce qu'on a toujours encouragé, je vous annonce que j'ai organisé une marche de soutien aux FARDC en un certain moment, et avec les amis des mouvements citoyens. Et lorsque ces gens ne sont pas pris en considération, comment peuvent-ils faire un bon travail? Parce que des fois on se dit qu'ils sont négligés sur le terrain. Il faut qu'on revoie au moins la gouvernance à tous les niveaux, je dis. Et que ce soit au niveau des moyens qui sont mis à la disposition des FARDC et voir si ces moyens arrivent à destination. Il faut vivre si les outils militaires, je cite, les armes mises à la disposition des FARDC sont vraiment des armes appropriées pour lutter contre ces terroristes. Et je martèle sur le fait que la communauté à la base doit être renforcée et équipée, même en matériel. Parce qu'il y a moyen que cette communauté qui est sur terrain comprenne que s'il y aurait des caméras, par exemple, qui sont installées dans la zone et que cette communauté s'implique dans le partage des informations qu'elle récolte, que peut-être qu'elle participe dans la protection des caméras, qui peuvent être même thermiques, installées dans la zone pour essayer de dénicher les nids où sont logés ces terroristes. Voilà la manière dont nous pouvons impliquer également la communauté, mais aussi essayer de comprendre le rôle de la communauté internationale. Nous sommes devant une guerre qui est pour le moment connue telle que d'autres considèrent comme étant comme des terroristes qui sont sur notre terre. Qu'est-ce que nous avons fait en tant que Congolais? Mais la communauté internationale, la MONUSCO est là. Oui, c'est là que je vais aller. Qu'est-ce que nous, en tant que Congolais, nous avons fait pour inciter la communauté internationale à agir efficacement contre les terroristes qui sont sur notre terre? Je vois les nids des terroristes dans la zone. Les nids de terroristes, c'est-à-dire que nous sommes dans la zone Beni-Ituri. Il y a des chebabs qui ne sont pas loin de cette partie du territoire. Je me rappelle qu'à un certain moment à Nairobi, on avait organisé une conférence il y a à peine, je pense, 6 ans ou 7 ans. Moi, je n'ai pas été prophète du malheur, mais j'ai dit que ces chebabs ici, qui peuvent traverser facilement l'Ouganda, qui quittent la Somalie,
qui passe par la Tanzanie, pas la Tanzanie, mais oui la Tanzanie, parce qu'ils ont attaqué la Tanzanie, qui passe également par le Kenya, qui attaquent un aéroport au Kenya, qui peuvent trouver un terrain fertile en Ituri. Mais qu'est-ce que nous on fait en tant que Congolais pour protéger notre territoire? Parce que notre territoire est un passoire. N'importe qui peut entrer, n'importe qui peut sortir, sans contrôle. Je me rappelle qu'à un certain moment, on a attrapé des gens à Beni, du côté de Kassindi. Ces gens ont été attrapés, mais quelques jours après, on nous dira qu'ils se sont échappés. Comment fait-il qu'on attrape quelqu'un qui vient avec des fonds pour approvisionner les ADF et que ces fonds disparaissent, que la personne qui devait servir dans les enquêtes disparaisse et que l'on nous dise qu'on est en train de lutter contre ces terroristes? Non, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas là. En fait, moi, en fait, c'est incompréhensible. Je disais que certains pays qui ont l'œil sur la RDC, je parle ici de la MONUSCO, qui est présente dans notre pays, certains pays devaient accompagner la République démocratique du Congo parce que c'est un ennemi commun de la communauté internationale. Cet ennemi est combattu au Nigeria, l'ennemi est combattu au Sahara, l'ennemi est combattu dans la partie orientale de l'Afrique, la Somalie et le Kenya. L'ennemi est combattu aux États-Unis, en Europe, en Asie. Pourquoi on ne nous aide pas à combattre cet ennemi en République démocratique du Congo? Alors, quelle devrait être la partition jouée par la notabilité ou les notables? Parce que je me souviens encore que le chef de l'État, dans son adresse, la dernière en tout cas, en face des députés de l'Union sacrée, c'est vrai qu'on va en parler, a demandé aux notables de ce coin d'aider l'État à faire revenir la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo, parce qu'on le sait, il y a certains notables qui sont indexés ou qui sont pointés du doigt pour être à la base de l'insécurité également. Quelle devrait en principe être la partition à jouer pour ces notables du Kivu? En fait, quand on parle de notables, il faut faire une qualification de ces notables, parce que tout notable n'est pas notable. Parmi ces notables, il y a ceux-là qui sont impliqués dans tout ce qui se passe sur place. Et ce sont ces mêmes personnes qui appellent jour et nuit pour inciter au désordre, qui donnent des informations d'une manière ou d'une autre. J'ai lu un livre d'un compatriote, Nikes Kibelbel, qui a cité certains notables. Moi, je travaille sur un document sur terrain à Beni. On m'a parlé des notables qui sont impliqués dans ce qui se passe. Il est très dommage que ce sont les mêmes notables qui sont impliqués, les mêmes notables à qui l'on demande de trouver une solution. Peut-être que c'est une stratégie, mais je pense que le chef de l'État doit voir plus loin par rapport à cette question. J'ai bien mentionné au début que le rôle des communautés à la base doit être défini. Il faut renforcer les communautés à la base. Et lorsque ces notables vont comprendre que les communautés à la base, même si l'information va toujours passer par ces notables, parce que ce sont les mêmes notables qui manipulent la population, ce sont les mêmes notables qui profitent de ce conflit, ce sont les mêmes notables qui agissent en amont et en aval dans ces conflits, et ce sont les mêmes notables qui peuvent peut-être aider, je dis bien peut-être, aider dans la recherche des solutions. Et je pense que le chef de l'État doit voir plus loin par rapport à cette question. Alors, merci beaucoup. Nous allons poursuivre cette émission. Nous sommes en train vraiment d'étendre lentement mais sûrement à la fin de cette émission. C'est vrai que vous avez beaucoup de matière. Nous allons vous avoir peut-être dans un autre cadre. Parlons-en de l'union sacrée de la nation. En tout cas, c'est la traversée. C'est tout le monde qui traverse, c'est tout le monde qui rejoint le chef de l'État. Les mêmes justeurs qui étaient hier avec Kabila rejoignent Tshisekedi pour un nouveau deal. Mais quelle est l'analyse que vous faites? L'union sacrée, oui, en fait, je pense que je venais de le dire tout à l'heure par rapport à la notabilité. Ce sont toujours les mêmes notables qui intègrent l'union sacrée. On a un problème avec la notabilité dans ces pays. Et nous encourageons une initiative prise par le chef de l'État. C'est tout ce que je dois dire. Et en tant que quelqu'un de la société civile, on est en train de voir cette question avec des pincettes. Parce qu'il y a à boire et à manger dedans.
Le plus grand souci, ce sont les informations que nous recevons sur les degrés de la corruption qui est en train de tourner autour de cette union sacrée. De l'union sacrée. Et là, je pense que nous commençons et que le débit n'est pas bon. Est-ce que vous pensez que... Allez-y, vous êtes en train de dire. Je me dis que si on veut avoir une union sacrée, il faut que cette union sacrée soit vraiment assainie. Parce que le mot sacré, ce n'est pas n'importe quel mot. Quand c'est sacré, c'est-à-dire que ça doit être sacré. Si on a parlé du mot sacré, donc on devait penser les fonds du mot sacré. Je pense qu'on n'a jamais... On pense qu'on va prendre tout le monde, les mettre dans cette union sacrée, parce que, comme on l'a toujours dit, il n'y a pas de bons et de mauvais, ou des mauvais et des bons de l'autre côté. Il y a des Congolais qui doivent s'amender, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ces pays et que nous ne pouvons pas tolérer. Et je me dis que l'union sacrée a encore un grand chemin à parcourir. Il est très dommage que parmi ceux-là qui intègrent l'union sacrée ou qui sont dans l'union sacrée, je me dis que ce sont des personnes qui n'ont pas de place dedans. Ils ont une place quelque part, peut-être dans des endroits qu'on appelle mille briques. C'est là que nous pouvons retrouver certaines personnes. Quelqu'un qui s'adonne au détournement des fonds publics et qui se dit aujourd'hui que je vais intégrer l'union sacrée. Moi, je pense que cela doit inquiéter le chef de l'État. Parce que nous risquons de recommencer avec un débit qui n'aura jamais de fin. Nous aurons toujours ces difficultés à identifier qui sont les bons et les mauvais. Vous craignez que ce soit une cachette des criminels économiques? Sûrement qu'il y a des personnes qui y vont parce qu'ils veulent se cacher derrière l'union sacrée. Ils se disent que si je suis là, on ne va pas m'inquiéter. Surtout qu'il y a aussi d'autres personnes qui ne supportent jamais de rester à l'opposition. Il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Il y a d'autres qui y vont pour perturber l'union sacrée. Parce que ne pensez pas que l'union sacrée sera une petite machine où on va manipuler comme on veut. Vous émettez vraiment des doutes sur la prise en compte des soucis de la population? Moi, j'ai un problème très sérieux avec les acteurs. Et je me dis que j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les Dunoham. Et lorsqu'il y a des intérêts qui nuisent dans ce que nous avons, dans ce qui devait servir pour aider la population, ça commence à aller très mal. Et je pense également que pour le moment, il y a beaucoup plus les intérêts qui intéressent certains acteurs au sein de l'union sacrée, et ce sont des intérêts personnels et mesquins. Et je me dis que les chefs de l'État risquent de revenir sur la case de départ et que l'union sacrée risque de ne pas l'aider à aller plus loin. Est-ce que l'union sacrée va l'aider à avoir la majorité? Ce sont des questions. Est-ce que l'union sacrée va l'aider à développer le pays? Parce que les mêmes personnes qui ont détruit le pays avant-hier sont en train de se déverser au sein de l'union sacrée. Mais comment ça va se passer? Comment il va gérer cette situation? Bon, il est vrai que nous sommes tous Congolais, mais il y a des questions, des fonds sur lesquels nous devons travailler par rapport à l'histoire et à ce qu'on est en train de vivre pour le moment. Et je pense que ceux-là qui dirigent les pays pour le moment doivent avoir un œil d'aigle pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et de lutter d'une manière ou d'une autre contre ce qui les attend en cours de route. Mais au moins, il y a des courbettes dans cette affaire. Alors, nous allons parler de chez vous. Je parle de la province du Sud Kivu. On parle ici du gouverneur Théo Kassi Ngwabidje de la province du Sud Kivu, qui n'est plus en parfaite collaboration avec notamment vous, de la société civile, et une frange de la jeunesse et sinon la population du Sud Kivu. Qu'est-ce qui se passe exactement? Cher ami, je pense que c'est une question qui me tient à cœur. Je dois noter que je tiens beaucoup plus sur ma province, le Sud Kivu. Et tout ce que nous faisons, c'est pour le bien-être de notre province. Et nous avons déploré, et nous déplorons chaque fois la manière dont la province a toujours été considérée et gérée. Parce que je pense qu'il y a autant de choses qui nous échappent en tant que simples citoyens. À un certain moment, nous avons estimé qu'il fallait que tout change. Et avons réfléchi
sur le renouvellement de la classe politique. Et lorsque nous avons travaillé sur le renouvellement de la classe politique, on s'était dit également que dans le cadre de la gestion de nos provinces, je parle ici du Sud Kivu, il fallait qu'on ait de nouvelles images qui peuvent redorer au moins l'image que nous avons vécue par le passé. Les acteurs sociaux, dont je fais partie bien sûr, se sont impliqués à fond pour accompagner les nouveaux gouverneurs. Et nous nous sommes dit que nous devons tout faire pour lutter contre la déstabilisation de notre pays. Oui, mais oui, il arrive. La nouvelle énergie, la jeunesse. Oui. Après. Théo est là, on l'accompagne à fond. Je dis bien à fond. On a été avec lui sur terrain, on a été avec lui dans des endroits pour essayer de l'accompagner, de les pousser, pas de les pousser, mais de les montrer quelles sont les réalités sur terrain. Ce qui nous a un peu tiqué, c'est une sorte de... C'est un regret. C'est un regret parce que nos attentes n'ont pas été rencontrées. Parce que nous, on voulait que la province du Sud Kivu soit reconstruite. Je parle d'une route, par exemple, qui quitte la place Moulamba vers le collège Al-Fadjiri. C'est combien de kilomètres? C'est presque 1 km 400. Oui. On nous a parlé de 6 mois, dans de 45 jours, parce que c'était le 30 décembre 2020, le 30 décembre 1980, pardon, 2000. Le 30 décembre 2019, oui, que la route devait être inaugurée. On a vu une entreprise qui commençait déjà à faire un bon travail. Mais à un certain moment, et avec tous les moyens mis à la disposition de l'entreprise ou c'est combien des millions de dollars des questions? C'est autour de 3 500 000 dollars, oui, qui ont été mis à la disposition de l'entreprise pour qu'elle fasse un bon travail. Oui. On a tous applaudi, on s'était dit que nous, en tant que Congolais, ce que nous devons faire, c'est de pousser pour qu'on ait des moyens, que l'on pousse la population à payer les taxes et que cet argent soit remboursé par le gouvernement provincial, au niveau local. Mais dommage que nous sommes pour le mois 2021, cette route est restée telle qu'elle a débité. Et si vous avez des témoins sur place, allez visiter cette route. Si vous demandez, vous osez demander ou poser cette question, ce sont des ennuis. Non, vous voulez déstabiliser la province. Non, il n'y a personne qui veut déstabiliser la province. Nous voulons voir les choses autrement. 3 500 000 dollars, ce n'est pas de l'argent venant d'un politicien. Ce sont des contributions des paisibles citoyens. Ce sont des contributions, des taxes qui sont payées par les paisibles citoyens. Et pourquoi les gens peuvent se permettre de faire n'importe quoi avec cet argent? Vous accusez le gouverneur, en d'autres termes, de détournement des fonds. Non, on y va, on y va. Ce n'est plus moi. Parce que ce sont des députés qui ont déposé une motion de censure contre lui. Et qui l'ont sauvé d'ailleurs. Et qui l'ont sauvé. Parce qu'il y a eu quelques députés qui ont décidé de l'accompagner, mais qui savent pourquoi ils l'ont accompagné. Mais au moins une chose que je dois dire, est que la majorité de la population n'est plus d'accord avec cette manière d'agir. Parce que il faut suivre comment la jeunesse est impliquée dans cette question. Et pour le moment, la majorité des personnes, des jeunes, je dis bien des jeunes, qui estimaient en Théo, parce qu'ils ont mis confiance en Théo. Moi-même, j'avais confiance en Théo. J'avais confiance. Mais pour le moment, ma confiance s'est envolée. Parce que ce qu'il devait faire, il ne l'a pas fait. Et quand je vois des appels que nous recevons, que moi je reçois par exemple, au sujet des agents qui ne sont plus payés, la DPMR, les agents du gouvernorat qui viennent de faire quelques mois sans être payés, le gouvernorat. Quand je suis ce qui se passe avec au niveau de la DPMR, qui est une sorte de DGRK ici à Kinshasa, je me dis, mais comment ceux-là qui devaient mobiliser sont les premiers à aller en grève? Parce qu'ils sont en grève chaque jour. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas payés.
il mobilise, mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous prenez les infrastructures en province. Il faut quitter Bukavu ou prendre la destination de Fizi pour comprendre que même les ponts et chaussées ne sont plus ce que nous avons vécu par le passé. Parce qu'il n'y a plus d'entretien. Tout est foutu. Il faut voir les routes. Il est vrai que c'est une situation qu'il a héritée. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait lui 2 ans après son accession ou son ascension à la province? Mais ça ne va pas là. Alors, merci, ça sera votre mot de la fin. Certainement que nous allons y revenir dans d'autres émissions un peu plus élaborées où vous allez revenir en long et en large sur la question qui vous tient à cœur, votre province, le Sud Kivu. En tout cas, merci à vous, Monsieur Kassindi Rémy. Je rappelle que vous êtes membre de la société civile du Sud Kivu. Merci d'être passé sur Digital Congo. Merci beaucoup à Digital Congo, merci à vous et merci à bonne fête à toute la population du Sud Kivu et congolaise en général. Merci beaucoup, cette émission touche complètement à sa fin. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Le rendez-vous est pris pour un nouveau numéro. Au revoir.